Ben salut tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter une histoire qui me tient particulièrement à cœur. Pour tout vous dire, cette histoire-là est vraiment la base de l'inspiration de mes 3 premiers romans. Et pour vous mettre un petit peu dans le contexte de comment cette histoire-là est arrivée dans ma vie, on remonte au début des années 2000. Ma marraine me dit « Mélanie, je sais que tu veux écrire un livre, je vais t'amener voir la sœur de ma mère. » C'était une vieille dame de 70-80 ans. Et là, elle m'a dit « Tu vas voir qu'elle a beaucoup de choses à raconter. » Donc, on arrive là et la vieille dame, me parle de son enfance dans les années 30. Et là, à un moment donné, elle me raconte que son père avait une grande terre, que sa terre était tellement grande qu'il y avait 2 maisons de construites sur son terrain. Il y avait la maison dans laquelle toute la famille Savary demeurait. Et il y avait une maison un petit peu plus loin sur le terrain que son père louait à des familles qui avaient moins de besoins, qui avaient moins d'argent. Donc là, elle me raconte que dans cette maison-là, il y a une petite fille qui est décédée, battue par ses parents. Et là, elle me raconte que c'est dans les années 30. Et là, moi, je commence à avoir un doute. Je me dis, d'après moi, ses souvenirs sont erronés. Elle mélange l'histoire d'Aurore, l'enfant martyr qui s'est déroulée à Sainte-Philomène au Québec, avec une histoire de maltraitance potentielle qui s'est déroulée sur la maison qui était voisine à la sienne. Et là, les années passent et je me mets à faire des recherches et je découvre qu'effectivement, sur la terre de mon arrière-grand-père, il y a une petite fille qui est décédée de mauvais traitements. Et là, je finis par faire sortir le procès des Archives nationales et je découvre que la dame en question avait pas mélangé ses souvenirs et qu'au contraire, elle m'avait beaucoup épargné parce que l'histoire est encore plus horrible que ce qu'elle m'avait raconté. Donc là, je me mets à lire tout ce qui a été publié dans les journaux de l'époque. Je fais pendant peut-être 5-6 ans des recherches sur le sujet jusqu'à ce que la petite Laura Groslot m'obsède tellement que je ressens vraiment le besoin d'écrire 3 romans qui en parlent, mais surtout le premier et le deuxième. Et le deuxième de mes romans, en fait, c'est l'intégralité du procès. J'ai été vraiment fidèle aux transcriptions qu'il y avait là, dans les archives. Donc, si vous êtes prête, j'aimerais vous raconter l'histoire de Laura Groslot. Vous devez absolument connaître cette histoire-là. C'est une telle tristesse que collectivement, on est tout simplement oublié. Et si vous êtes prête, on va commencer maintenant. Donc, l'histoire commence à Saint-Antoine-de-la-Baie, dans le Haut-Saint-Laurent, au Québec. Pour ceux qui sont familiers là, avec les campings du Québec, Saint-Antoine-de-la-Baie possède le camping Lac des Pins qui est très, très, très connu. L'histoire que je vais vous raconter se déroule à quelques kilomètres à peine de l'actuel camping Lac des Pins. Ça se déroule sur le rang Savary. Le rang Savary, pour ceux qui, encore une fois, ont souvent été au camping là-bas, il y a une immense maison sur le coin d'un rang et souvent les gens vont dire que c'est le château des propriétaires du Lac des Pins. Et ce château-là est vraiment situé au coin du rang Savary et c'est sur le rang Savary que cette histoire-là s'est déroulée. Et le rang Savary s'appelle Savary à cause de mon arrière-grand-père. Donc, ça commence en 1923. Lorsque Édouard Groslot et Marie-Hélène Deschamps s'unissent. Ils se marient à Sainte-Agnès-de-Dundee, qui est vraiment là, une petite paroisse pas trop loin là, de Saint-Antoine-de-la-Baie. Et là, cette famille-là est vraiment très, très, très pauvre. Ils vont beaucoup déménager. Ils vont surtout demeurer dans le coin de Rockburn, qui est également une petite paroisse dans le même coin. Et là, Marie-Hélène Deschamps, elle a une petite fille qui a 1 an et elle donne naissance à un autre enfant et là, elle risque de mourir en accouchant et elle se remet très mal de son accouchement, donc elle va demander à son père
de s'occuper de sa fille Laura Groslot et le temps qu'elle se remette sur pied et finalement elle n'ira jamais la rechercher jusqu'à ce que Laura soit âgée de 4 ans et que le père de Marie-Hélène lui dise, la retrouve et lui dise « Tu dois prendre ta fille parce que ma femme vient de mourir et je suis très malade. » Donc, Marie-Hélène Deschamps et Édouard Groslot reprennent la garde de leur enfant, Laura Groslot, qui est âgée de 4 ans. Et dès que Laura revient à la maison, ils ont quand même eu des contacts là, entre 1 an et 4 ans. Et à l'occasion, Marie-Hélène et Édouard apportaient Laura en visite, mais ne manifestaient pas le désir de la reprendre à charge. Donc, dès qu'elle revient à la maison, Laura Groslot, il y a beaucoup d'enfants, là. En 1934, quand le drame arrive, donc 11 ans après le mariage du couple, ils ont 8 enfants. Donc, on peut croire que Marie-Hélène Deschamps était enceinte à tous les ans ou à tous les ans et 2-3 mois. Donc, dès que Laura arrive à la maison, Marie-Hélène est un peu exaspérée du comportement de l'enfant. Selon elle, Laura a des habitudes qui lui plaisent pas, comme par exemple, Laura écoute pas, Laura se gratte souvent, Laura, elle trouve qu'elle est un peu moins intelligente que ses autres enfants. Elle va dire au procès que au début, elle trouvait que Laura était aussi intelligente que ses autres enfants, mais que très rapidement, elle s'est rendue compte que non, parce qu'elle n'écoutait pas comme ses autres enfants. Elle avait des habitudes étranges, comme se lever en pleine nuit et bardasser, fouiller un peu partout à la recherche de quelque chose, puis elle va dire qu'elle ne savait pas quoi. Donc, selon elle, Laura est un enfant capricieuse, qui fait des crises, qui est pas propre, qui est propre, mais qui à un moment donné manifeste des problèmes de santé aux reins et que là, elle va se mettre, à plus être propre et que la nuit, elle dérange tout le monde parce qu'elle se réveille. Et la famille est très, 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 très pauvre. Je vais vous dire un peu plus tard, je vais vous mettre en contexte là, à quel point que la famille pouvait être pauvre parce que Marie-Hélène Deschamps va avoir dit dans son témoignage, là, c'est à vous tordre le cœur, je vous le garantis. Là. Et là, donc, en 1934, peut-être vers l'été 1934, la famille déménage de Rockburn à Saint-Antoine-de-l'Abbé chez un dénommé sur une maison louée par un dénommé Honoré Savary, qui est mon arrière-grand-père. Donc là, très rapidement, au village de Saint-Antoine-de-l'Abbé, il y a des rumeurs qui courent que les nouveaux locataires de Savary sont rough avec leurs enfants, sont brutales avec leurs enfants et qu'ils font des affaires épouvantables, surtout à une de leurs enfants. Les rumeurs proviennent de Rockburn. C'est des habitants de Rockburn qui auraient dit à des gens au village, hey, vous savez pas là avec quel phénomènes spéciaux est pogné Savary sur sa terre. T'sais. Donc là, à un moment donné, mon grand-père, lui, va au village, puis là, à quelques reprises, il se fait dire « Hey, Honoré, dis-moi donc avec quel genre de personne que t'es pris, toi, sur ta terre, t'es-tu au courant de quel genre de personnage que t'as comme locataire? » Et là, Honoré, lui, va dire, ben moi, je me fie pas au cancan, là. Moi, il m'apparaît être du monde très pauvre, très dans le besoin, mais c'est pas de mes affaires, tu sais. Puis, il n'y a pas de détail non plus qui est donné pourquoi les gens disent ça. Ils vont juste dire comme des sous-entendus comme ça. Et là, à force de se le faire répéter, là, il y a quelques mois qui vont passer. Et là, il va y avoir des observations un petit peu plus particulières, comme une des filles de Savary va rentrer sur le rang une journée et elle va voir un enfant qu'elle n'a jamais vu avant chez la famille Groslot. Elle va voir la petite fille dehors, nue, qui veut essayer d'ouvrir la porte et de rentrer. Et elle va voir le bonhomme, le monsieur Groslot, sortir et battre l'enfant en criant « T'en veux-tu plus? T'en veux-tu plus? » Non, bon, ben écoute et reste dehors. Donc, quand la fille de Savary va arriver à la maison, il va lui raconter ça. Là, ça va éveiller une cloche chez Honoré et qu'il va vouloir vraiment en savoir plus. Il va même faire part de ses inquiétudes à monsieur le curé. Donc, une journée d'avril 1934, plus particulièrement le 14 avril 1934, Honoré décide d'avoir le cœur net et d'aller voir carrément ce qui se passe dans la maison qu'il loue au Groslot. Donc, il va traverser à la maison des Groslot et là, il va voir
Monsieur Groslot à l'extérieur qui est en train de creuser un trou d'environ 5 pieds dehors. Donc là, aussitôt, Honoré va lui demander pourquoi il creuse ce trou-là. Et puis là, Édouard Groslot, il bredouille un petit peu, il sait pas trop quoi répondre. Il va dire que c'est parce qu'il veut faire le ménage et enterrer tous les déchets qui traînent partout dans la maison et partout autour de la maison. Et là, c'est là que Honoré va décider d'entrer dans la maison et qu'il va découvrir la petite Laura, 6 ans, morte. Et quand Honoré a décidé d'aller confronter Édouard Groslot, il faut dire qu'il est accompagné de son beau-frère. Donc, les deux hommes rentrent dans la maison, découvrent couché sur le sol le corps amaigri de Laura. Et là, les deux décident de prendre le corps de Laura à deux. Honoré Savary aurait pu prendre le corps de la petite fille à lui-même, tellement qu'elle était maigre, mais il va dire plus tard qu'il a voulu que son frère l'aide pour pas que la petite se crispe dans ses bras et qu'elle ne puisse plus là, se décrisper. Donc là, il va l'apporter chez eux, il va l'installer sur une planche de bois avec 2 chaises. Et là, c'est là qu'ils vont découvrir que la petite fille est marquée partout. Il manque à Laura des cheveux ici, il manque des cheveux ici, elle a une plaie sur le front. Laura, elle a les doigts tout croches et il manque de l'épiderme sur ses doigts. Laura, elle a une plaie gigantesque sur sa cheville gauche, une plaie pleine de pus. Elle est très blanche et elle est très maigre. Donc là, Édouard Groslot va commencer à dire que, tu sais, il s'en allait chercher le médecin, que nanana. Et là, c'est là que Honoré, lui, va dire, non, toi, je veux plus te voir, là, va-t'en là-bas. Et là, comble de malheur, à l'époque, le médecin du village est absent à Trois-Rivières, puis c'est quand même loin, Saint-Antoine-l'Abbé et Trois-Rivières, surtout en 1934. Il est absent pour 3 jours. Donc, là, les parents de Laura se rendent à l'église, comme on faisait lorsque quelqu'un de notre famille décède. Et là, ils vont procéder là, à l'enterrement de Laura le lendemain. Et là, mais dès qu'ils procèdent à l'enterrement de Laura, les citoyens de Saint-Antoine-de-l'Abbé sont offusqués. Là. Eux, ils savent qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Là. Et là, plusieurs vont se mobiliser pour se rendre à Beauharnois pour avertir le coroner du district comme de quoi qu'il y a eu une mort suspecte à Saint-Antoine-de-l'Abbé, parce que les parents vont dire que Laura est morte d'une pneumonie et aussi qu'elle va être morte d'empoisonnement parce que Laura avait l'habitude de boire de l'huile à lampe. Et là, très rapidement, le coroner de Beauharnois, lui, va exiger une enquête publique. Il va décréter à un médecin légiste de se rendre à Saint-Antoine-de-l'Abbé. Le corps de Laura Groslot va être exhumé et il va être apporté à la salle de la paroisse de Saint-Antoine-de-l'Abbé afin que le médecin puisse procéder à une autopsie. Et là, très rapidement, le médecin conclut que cet enfant-là est morte de mauvais traitement. Donc, très rapidement, le couple Groslot est apporté à la prison et en qualité de témoin, très rapidement aussi, là, dans la même semaine, des accusations pour maltraitance d'enfants, meurtre au second degré ou meurtre non prémédité vont être déposés contre les 2 enfants. En même temps, 5 des enfants, parce qu'eux, il y avait 8 enfants, donc 6 des enfants du couple vont être confiés à une famille à Valleyfield et le plus vieux des garçons va être conduit à la prison avec ses parents parce qu'il aurait été aussi un témoin. L'histoire ne dit pas combien de temps qu'il a été à la prison avec ses parents, mais il faut pas oublier que le plus vieux que pouvait avoir cet enfant-là, c'est 11 ans. Et donc, en 1939, les procès étaient très rapides. Là, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Dès février 1935, dès 1 an plus tard, le procès des époux Groslot était amorcé. Ça l'a passé dans les journaux là, partout au Québec, des journaux anglophones. Ça l'a même fait le tour des États-Unis, cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que c'est très surprenant qu'aujourd'hui, les gens ont oublié cette histoire-là. Donc, c'est là que vous allez apprendre des détails un petit peu plus macabres à propos de cette histoire-là.
Il y a des témoins qui vont venir tour à tour raconter ce qu'ils savaient. En fait, 2 frères d'Édouard Groslot vont venir témoigner contre lui. Quand le coroner est arrivé avec son équipe à Saint-Antoine-de-l'Abbaye pour mener l'enquête, ils ont très rapidement trouvé 2 chaînes de 18 pouces. Ils ont trouvé des installations après le mur et après le poêle à bois qui servaient à attacher la chaîne de 18 pouces. Ils vont trouver aussi un cadenas. Ils vont trouver beaucoup de bidons d'huile de lampe. À l'époque, c'était des lampes à l'huile et il fallait une huile à l'intérieur qui était quand même très, très nocive. Et c'est là aussi ensuite là qu'ils vont expliquer que la petite fille était attachée à la cheville. La chaîne passait là, dans l'installation au mur et c'est avec le cadenas qu'elle est attachée à la cheville. Elle a été tellement attachée pendant les 2 ans qu'elle est retournée chez ses parents que elle n'avait plus de chair. Elle était rendue à l'os puis il y avait des blessures sur l'os. Ensuite de ça, il y a un témoin qui va venir raconter, justement, un des frères d'Édouard Groslot, qui va venir raconter que lui, il a demeuré chez son frère et sa belle-sœur de façon épisodique au cours des dernières années et que Laura était attachée toute la nuit parce que si elle n'était pas attachée, la nuit, elle se levait, elle fouillait partout à la recherche de quelque chose à boire. Et là, parce que Laura était privée de manger et de boire, elle réclamait toujours qu'elle avait soif, et elle buvait tout ce qui lui tombait sous la main. Laura buvait de l'huile à lampe, jusqu'à en vomir quand elle réussit à mettre la main sur une canisse d'huile à lampe. Elle buvait aussi l'eau savonneuse du plancher parce que sa tâche à elle dans la maison était de laver le plancher. Et dès qu'on avait les adultes ou les gens présents tournaient la tête, Laura buvait l'eau. Et là, ensuite de ça, il va raconter qu'elle était attachée au poêle à bois et qu'elle était couchée directement sur le plancher hiver comme été. Il va aussi raconter que Laura n'était pas propre et que ça fâchait vraiment beaucoup sa mère. Et quand Laura se levait le matin et qu'elle avait souillé ses vêtements, Marie-Hélène Deschamps lui donnait un seau d'eau froide, la déshabillait, mettait ses vêtements dans le seau d'eau froide, l'envoyait dehors complètement nue, nettoyait son linge et ensuite elle l'obligeait encore à l'extérieur d'enfiler sa robe. C'était toujours la même chose qu'elle avait. Elle avait une longue robe et des sous-vêtements et elle l'obligeait à enfiler ça dehors l'hiver et à rester sans bouger pendant au moins 10 minutes avant de pouvoir rentrer. Il va aussi raconter que Laura a eu tellement de coups de strap dans sa vie, dans ces 2 ans-là. Et ça va être aussi confirmé par le coroner que le dos de Laura n'était que des blessures, des plaies causées par des coups de fouet. Ensuite de ça, il va raconter que Laura ne mangeait pas, Laura était énormément affaiblie, que Laura était une petite fille très, très intelligente, mais que vers la fin de sa vie, on aurait dit que c'était plus clair quand elle parlait, qu'il se demandait si elle était pas comme débile. Et là aussi, il va y avoir comme d'autres témoignages qui vont venir tout confirmer ça. Et là, il va y avoir l'interrogatoire des parents. Et là, l'avocat va demander à Marie-Hélène Deschamps si c'est vrai que Laura ne mangeait pas. Et elle va dire que Laura ne mangeait pas plus ni moins que ses autres enfants et que c'était très coutume dans leur famille de ne pas manger pendant 3-4 jours. Qu'elles étaient beaucoup plus pauvres que ce que l'avocat pourrait penser. Elle va dire aussi que son mari, lui, gagnait sa vie en coupant du bois de chauffage, mais qu'il dépensait tout son argent dans l'alcool, ce qui causait une grande pauvreté là, pour la famille Groslot. Elle va aussi dire que ses autres enfants mangeaient un petit peu plus que Laura parce que très tôt le matin, ils partaient là, se promener dans le village à la recherche de nourriture sur le bord du chemin où ils quêtaient pour pouvoir se nourrir. Laura ne pouvait pas les accompagner, elle était trop petite, elle avait une santé plus fragile, celle-là. Donc non, elle mangeait pas autant que les autres enfants, mais c'est parce qu'elle ne passait pas ses journées là, à quêter et chercher de la nourriture. Elle va dire que les enfants, généralement, revenaient à la maison vers 3 heures. Donc, ils faisaient ce chemin-là, la recherche de nourriture, du matin jusqu'à 3 heures.
Marie-Hélène Deschamps va aussi confirmer que oui, c'est vrai que sa fille, elle avait pas de souliers quand elle était dehors, qu'elle était nu-pied, mais qu'aucun de ses autres enfants avait des souliers, qu'il y avait une paire de souliers pour les 8 enfants. Donc, très souvent, tous les jours, les enfants jouaient dehors, nu-pieds, avec leurs vêtements, pas de manteau, pas de tuque. Et elle va dire, je vois pas ce qu'il y a de grave là, parce que le curé est déjà venu chez nous en plein hiver, pendant que mes enfants jouaient dehors, habillés comme ça, nu-pieds. Puis il m'a pas fait de remontrance, il m'a pas dit que je devrais habiller mieux mes enfants, donc je vois pas le problème. Puis elle dit, il n'y a jamais rien arrivé non plus, puis ça n'a jamais fait de mal à personne, là. Vous devriez tout essayer de sortir dehors nu-pieds, tu sais. Et là, l'avocat va lui faire remarquer que Laura, elle avait une brûlure très, très sévère qui avait causé une cicatrice jusque sur l'os de son talon et que selon lui, c'était dû à des engelures causées par toutes les fois que Marie-Hélène obligeait Laura d'aller dehors nu-pieds. Donc, c'est quand même assez triste quand on y pense, là. C'est pas que Laura qui a eu des sévices. Les autres enfants n'auraient pas été battus, ou du moins souvent que Laura. Excusez, mon chien a comme tout bougé. Mais ils ont eu aussi des fessées et puis ils ont connu une état de pauvreté épouvantable, là. Aller dehors, marcher des journées entières, pas de souliers, hiver comme été, c'est vraiment épouvantable, là. Et là, l'avocat va demander à Marie-Hélène si c'est vrai que Laura elle avait tout le temps soif. Fait qu'elle va dire que oui, ça fait partie des mauvaises habitudes qu'elle reprochait à sa fille d'avoir tout le temps soif. Et là, l'avocat va lui demander si elle lui donnait à boire quand sa fille disait qu'elle avait soif. Et là, elle va lui dire non. Avec 8 enfants, si je donne à boire à chaque fois que quelqu'un dit qu'il a soif, on va passer notre temps au puits à aller remplir l'eau. Non, elle avait à boire comme les autres, mais elle était jamais contente, elle en voulait toujours plus. Et là, elle va raconter une anecdote qu'une nuit, il l'avait pas attachée, qu'il l'attachait pour sa sécurité, et qu'une nuit, il l'avait pas attachée, et Laura avait mis la main sur une canisse d'huile à lampe et qu'elle l'avait bu et que le lendemain matin, quand elle s'était toute réveillée, Laura était dans du vomi partout. C'était du vomi d'huile, du vomi noir, du vomi, c'était très huileux. Et là, elle a envoyé une de ses filles chercher le médecin et elle n'avait pas les moyens de le payer. Et là, le médecin lui aurait dit, il n'y a rien à faire avec ça, soit qu'elle va passer au travers, soit qu'elle va mourir. Donc, c'est pour ça que lorsque le médecin a été rejoint à Trois-Rivières là, pour dire que la petite Laura était morte, en fait, il était rejoint, le message qu'il avait eu, c'est qu'elle était morte parce qu'elle avait bu de l'huile à lampe. Donc, il s'était dit, cet enfant-là a encore bu de l'huile à lampe. Donc, c'est pour ça qu'elle avait autorisé l'enterrement immédiatement après la mort. Et là, elle va raconter, qu'elle la corrigeait pas plus que les autres, qu'elle l'attachait parce qu'elle avait pas le choix, puis qu'elle lui donnait pas de couverture, rien, parce que de toute façon, elle mouillait tout le temps son lit, pas son lit, le sol, parce qu'elle était couchée à même le sol, et que ça donnait absolument rien parce qu'elle n'avait pas les moyens, c'était tellement petit là, à la maison, là, de nettoyer des draps et des couvertures là, à tous les matins. Donc, ensuite de ça, elle va se faire demander si c'est vrai qu'elle envoyait Laura laver son linge dehors. Elle va dire oui, mais qu'elle n'avait pas le choix. Elle demeurait, c'était tellement petit que personne ne pouvait faire du lavage là, à l'intérieur. Et elle va dire qu'elle a fait ça parce que c'est le rôle d'une mère d'enseigner ces affaires-là à sa fille, d'y enseigner les bonnes manières. Donc, ce procès-là a été le procès de la décennie, si c'est pas du début du siècle, à Salaberry de Valleyfield. Il y avait tellement de gens amassés devant le palais de justice à tous les jours, il y avait des centaines de personnes. Tout le monde réclamait la pendaison du couple Groslot. Et il y avait un jury de 5 personnes et même le juge était complètement scandalisé. Et finalement, le jury va avoir déclaré le couple coupable, mais il va avoir demandé aussi la clémence du juge. Il va avoir demandé au juge de ne pas imposer la peine de mort et d'être clément, en lui disant
son jugement, le juge lui-même va mentionner au jury qu'il n'en revient pas. Il n'en revient pas que le jury ait osé écrire ça, ce jugement, que le jury devrait voir à quel point que ces gens-là méritent vraiment une punition exemplaire, qui ont traité la petite Laura en véritable martyr, que ça n'a pas de bon sens à quel point qu'ils l'ont fait souffrir. Et même, il y a des journaux qui vont rapporter que les parents de Laura Groslot, qu'il y a des témoins qui vont avoir dit qu'il y a des animaux qui se font même pas traiter comme ça, puis qu'il va y avoir 3 jurys sur 5 qui vont avoir pleuré en entendant des témoignages. Alors, c'est comme inexplicable pour le juge Archambault de pourquoi vous voulez que je sois clément dans mon jugement. Donc, finalement, Marie-Hélène Deschamps va être condamnée à 10 ans de prison et Édouard Groslot à 25 ans de prison. Malgré la décennie de recherche que j'ai fait, malgré près de 20 ans de recherche que j'ai fait sur le sujet, j'ai pas réussi à mettre la main sur une photo de Laura Groslot, ni des parents, ni des frères et sœurs. C'est extrêmement incompréhensif qu'il manque à ce point-là autant d'affaires dans ce dossier-là. La presse était là tous les jours du procès, mais il n'y a pas une seule photo qui a été prise des parents. Et j'ai réussi à savoir là, que les enfants du couple, en fait, selon mes recherches, certains auraient été élevés là, en Ontario. J'ai entendu dire, j'ai pas été capable de le vérifier, que Marie-Hélène Groslot aurait donné naissance à un fils dénommé Maurice à la prison. Et encore là, j'ai pas été capable de le prouver. Donc, s'il y a des gens là, des environs ou des gens de la famille qui sont au courant de l'histoire et qui veulent contribuer à mes recherches, ça me ferait tellement plaisir. Et ce que j'ai su également, c'est que c'est vraiment triste parce que si on fouille même dans les arbres généalogiques du couple Groslot, tous les enfants sont mentionnés sauf Laura. C'est vraiment épouvantable. Ce que j'ai su également, c'est que bon, Marie-Hélène Deschamps aurait été libérée dans les années 50 et Édouard Groslot aussi, 5 ans plus tard à peu près. Et Marie-Hélène Deschamps serait retournée vivre dans le même coin, dont dans le coin de Sainte-Agnès de Dundee, En 1970, soit le 1er juin 1970, Édouard Groslot décède. Et très rapidement, soit le 10 juin 1970, 10 jours plus tard, Marie-Hélène Deschamps va se marier à Sainte-Agnès de Dundee avec un dénommé Rémi Allen. Elle va décéder en 1986. Marie-Hélène Deschamps était née en 1903 et Édouard Groslot était né en 1902. Donc, elle va avoir vécu 81 ans. Et moi, cette histoire-là, je la trouve vraiment épouvantable. Tu sais, dans le fond, elle est sortie de prison quand que le meurtre de Laura est arrivé. Le couple était dans la trentaine, donc début cinquantaine, ils ont sorti de prison et ils ont pu vivre leur vie 20 ans en liberté après ça pour Édouard Groslot et beaucoup plus là, pour Marie-Hélène Deschamps qui est morte en 86. C'est vraiment épouvantable. L'histoire de Laura Groslot a marqué à jamais Saint-Antoine-de-l'Abbé et a aussi marqué à jamais l'histoire de la famille Groslot. C'est une très, très, très grosse famille. Édouard Groslot, par exemple, avait, selon ce que moi j'ai trouvé, avait 10 frères et sœurs. Marie-Hélène Deschamps, elle en avait 9. Je sais que la famille Groslot a essayé de se dissocier de cette histoire-là, que c'est une histoire qu'ils veulent pas traîner. Et c'est pour ça que dans mon roman, j'ai changé le nom de Laura. Et aujourd'hui, pourquoi j'ai décidé de raconter l'histoire de Laura sans cacher les noms? Mais parce que elle mérite, elle aussi, que son histoire soit pas oubliée, tu sais. Puis moi, je la porte tellement dans mon cœur que c'est pas un faux nom que je porte dans mon cœur, c'est vraiment Laura Groslot qui est décédée à l'âge de 6 ans, le 15 avril 1934, à Saint-Antoine-de-l'Abbé, sur la terre de mon arrière-grand-père. Et quand mon arrière-grand-père, avec son beau-frère, ont apporté le corps vraiment maigri, magané, blanchâtre de Laura jusque dans la maison de mon arrière-grand-père et que tous les enfants ont crié et ont eu peur et qui ont sorti, mais ça l'a marqué à jamais aussi ma famille, l'histoire de ma famille. Moi, je me dis dans la vie, ma mission à moi, c'est de raconter l'histoire, de raconter la vérité. Puis
c'est pas de la cacher, la vérité. Et la famille Groslot, aujourd'hui, ben, ils sont pas responsables de cette histoire-là, là. Et oui, il la traîne, puis oui, elle est pas belle, mais on en a toutes des histoires comme ça, là. Et c'est pour ça que, tu sais, puis moi, cette famille-là, ben, elle me fascine beaucoup. Puis elle me fascine pas négativement, elle me fascine parce que c'est la résilience, justement, de comment on se relève en tant que famille, puis comment on essaie de prouver qu'on n'est pas cette histoire-là, tu sais, puis on vaut pas tous la même chose que ce qu'a fait nos parents, tu sais. Ça, je trouve ça vraiment... puis je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, comment Minnie Deschamps a réussi à poursuivre sa vie à sa sortie de prison. Puis la même chose pour Édouard. Mais ils se sont visiblement là, séparés là, parce que quand Marie-Hélène Deschamps s'est remariée en 70, elle s'est remariée 10 jours après la mort de son premier mari. Donc ça faisait probablement longtemps qu'elle était en concubinage avec Rémi Allen. Donc voilà, c'était l'histoire de Laura Groslot. Et si vous venez du coin de Valleyfield, du Haut-Saint-Laurent, de Saint-Antoine-l'Abbé, partagez cette vidéo-là. Il faut que c'est une histoire super triste, mais c'est une histoire que on a comme la responsabilité de jamais l'oublier, de le raconter à nos enfants, puis de jamais oublier que ça s'est produit. Jamais, jamais, jamais. Et ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été au rendez-vous. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vous rappelle de suivre la chaîne Irrésolue de Stéphane Parent. Il y a aussi mon amie Marie-Ève Bélanger qui a une nouvelle chaîne qui est mon Dieu, je m'en rappelle pas. Histoire de crime par Marie, mais je vais vous l'écrire aussi dans la barre de description. Donc merci et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo.